Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questionner l'Europe. Collection dirigée par Bruno Pequignot. Les questions européennes sont aujourd'hui au centre de la vie sociale, économique, culturelle et politique en France comme dans l'ensemble des pays qui participent à l'Union européenne, ou non. Cette collection accueille des ouvrages qui contribuent et participent aux débats et controverses sur ces questions. Déjà parus. Marie-Claude Morel, Pascal Chevalier, Guillaume Lacmant, Coord. Transfert et apprentissage du modèle leader en Europe centrale, 2014. Slimane Hemane, Le pantouflage des agents de la Commission européenne, 2013. Slimane Hemane, Le pantouflage des agents de la Commission européenne, 2013. Alain Favalletto, Allemagne, la rupture? Remarque sur le NE accent aigu au nationalisme allemand, 2013. Patrice Aubert, Un projet pour l'Europe. Plaidoyer pour une refondation, 2013. Thomas Dupont-Federici, La désunion européenne. Pourquoi ça ne marche pas, 2013. Du même auteur. Aux éditions L'Harmattan. Avec Amandine Crépy, L'Europe sous tension. Appropriation et contestation de l'intégration européenne, dire. Collection Logique politique, 2010, 341 p. La politique contre le développement. Les élites postcoloniales et le pouvoir politique en Afrique subsaharienne, collection eurafricaine 2009, 312 p. Chez d'autres éditeurs. Avec Alicia Fernandez Garcia, Les nationalismes dans l'Espagne contemporaine, 1975 à 2011. Compétition politique et identité nationale, dire, Paris Armand Collin, collection Recherche 2012, 504 p. L'européanisation de la compétition politique nationale. Adaptation et résistance, dire, Grenoble, Presse universitaire de Grenoble, 2011 377 p. Les Européens face au miroir turc. Les représentations sociales de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en perspective comparée. Paris, Michel Oudiard éditeur, 2010 175 p. Remerciements. Ce livre est une version entièrement refondue d'une thèse doctorale en sciences politiques et sociales qui a d'abord été écrite en anglais, puis défendue avec succès à l'Institut universitaire européen de Florence en octobre 2011. La thèse qu'il défend, celle d'un évitement stratégique des conflits sur les enjeux européens par les partis dominants, n'aurait jamais pu être formulée sans le soutien de nombreuses personnes au cours de mon parcours académique et personnel. Ma gratitude revient d'abord à mes parents pour m'avoir soutenu lors de mes longues années d'études, en me laissant d'eux-mêmes libre de mes choix, ce qui m'a permis de trouver ma voie et de m'épanouir aujourd'hui pleinement dans mon métier d'enseignant-chercheur. Depuis 10 ans déjà, Alicia m'a toujours épaulée au quotidien, même lorsqu'il a très souvent fallu travailler samedi, dimanche et vacances incluses ou partir en déplacement pour des conférences ou des terrains d'enquête. Je remercie Ben Krum et Henk Overbeek de l'Université d'Amsterdam, de même que Raphaël Durand-Munoz de l'Université de Malaga, pour leur soutien lors de ma candidature en master recherche à l'Institut d'études politiques de Paris, de même que Nona Mayer, Sophie Duchesne et Florence Hegel qui ont fait de même lors de ma candidature au concours de l'IUE de Florence pour l'obtention d'une allocation de recherche doctorale. Je remercie aussi vivement Sophie Strudel, Pierre Mathieu, Sophie Bérou et David Garibay notamment, pour m'avoir permis de me former à l'enseignement de la science politique. Je suis aussi très reconnaissant à l'égard de mes anciens collègues de l'Université de Versailles, Xavier Crétier, Patrick Assaint-Teufel, Jacques de Maillard, Pascal Dauvin, Emmanuel Blanchard, Laurent Bouvet, Isabelle Charpentier, Nicolas Cassiaf, Stéphane Olivesi, Yves Poirmeur et Jérôme Truc, avec qui cela a été un plaisir de travailler pendant une année. Mes collègues de l'Université de Besançon, notamment Nathalie Drouin, Guillaume Gourgue, Christophe Gélaud, Caroline Descoster, Alexandre Desrameaux, Rémi Prouvez et Laurent Kondratuk de la Faculté de droit et de sciences politiques, mais aussi Anne-Laurence Ferrari, Hervé Pison et l'ensemble de mes nombreux collègues de l'U de Besançon, m'ont aussi accueilli très chaleureusement lors de ma nomination en tant que maître de conférence en Franche-Comté. Ce livre a mûri grâce aux nombreux commentaires de Peter Mayer et d'Alexander Trexel, lors de présentations et d'échanges avec les autres doctorants de l'IUE, mais aussi de conférences de l'AFSP, de l'ECPR et de l'AECPA notamment.
à Besançon, le 19 janvier 2015. Introduction. Au cours des 20 dernières années, 2 thèses majeures ont dominé les travaux sur l'intégration européenne en sciences politiques. D'une part, l'argument de l'européanisation a été particulièrement mis en avant. En réponse à l'importance croissante de l'UE, les débats politiques autour des enjeux européens seraient devenus de plus en plus visibles, fréquents et nombreux au sein de la politique nationale. Les controverses autour de la formation de la Commission européenne, du rôle de la Banque centrale européenne ou des réformes institutionnelles de l'UE seraient devenues des thématiques récurrentes des débats politiques nationaux. Ces derniers seraient d'ailleurs de plus en plus similaires et organisés autour des mêmes enjeux européens, au sein des différents États membres de l'UE. Cela impliquerait une européanisation et une transnationalisation des espaces politiques nationaux, à savoir qu'un nombre croissant de débats sur l'UE aurait lieu au niveau national et entre les États membres. Les pays européens auraient ainsi connu des évolutions graduelles et convergentes, marquées notamment par la visibilité et le rôle plus important joué par les institutions et les acteurs de l'UE, dont les politiques et les déclarations influenceraient de plus en plus les acteurs et les débats politiques nationaux. Par conséquent, les débats politiques au sein des différents États membres seraient non seulement de plus en plus convergents autour des mêmes problématiques, mais les espaces politiques nationaux auraient été redéfinis par des processus graduels et assez similaires d'incorporation d'une dimension européenne. D'autre part, une seconde thèse très populaire parmi les politologues anglo-saxons mais aussi parmi les journalistes et les commentateurs politiques en France, est celle de la montée de l'euroscepticisme au sein des États membres de l'UE. Selon cet argument utilisé par des acteurs qui ne s'entendent pas eux-mêmes sur ce que l'euroscepticisme veut dire, l'intégration européenne ferait de plus en plus l'objet de conflits entre les partis politiques, ce qui contribuerait à modifier le jeu politique et les alignements électoraux traditionnels. L'UE constituerait un géant endormi, un élément perturbateur et un facteur d'instabilité, puisque certains acteurs et partis politiques contestataires chercheraient chaque fois plus à politiser les enjeux européens au niveau national. Pour Paul Penning, les partis se seraient adaptés à la modification de leur environnement politique en faisant évoluer leurs programmes électoraux, leurs discours et leurs stratégies afin de mieux prendre en compte les enjeux européens. Le clivage indépendance nationale-intégration européenne diviserait les partis de façon croissante, tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Le déplacement du pouvoir vers le niveau européen et l'impact des politiques de l'UE sur les États membres auraient renforcé la conflictualité associée aux enjeux européens. Le consensus permissif, qui permettait jusqu'alors aux élites des partis dominants de prendre des décisions au niveau européen et de faire progresser l'intégration sans réelle consultation ni contrôle de leurs opinions publiques, aurait vécu. On assisterait à l'essor d'un dissensus contraignant, se caractérisant par une montée de l'euroscepticisme et des mécontentements populaires. Mais est-il réellement pertinent de parler d'une européanisation graduelle de la compétition politique nationale et d'une montée inéluctable de l'euroscepticisme au sein des systèmes partisans des États membres de l'UE? On peut en effet se demander dans quelle mesure les enjeux européens ont-ils été concrètement mobilisés et contestés au sein des espaces politiques nationaux? Comment différents partis politiques, au pouvoir ou dans l'opposition, ont-ils adapté leur stratégie de compétition afin d'incorporer, de se saisir ou de contester les enjeux européens au niveau national? Au-delà des jugements de valeur et des idées reçues, une question de recherche majeure est en effet de considérer par l'analyse scientifique quels changements concrets l'intégration européenne a-t-elle engendré pour la compétition politique. Nous ne savons en fait pas vraiment si les partis politiques ont, ou n'ont pas, incorporé les enjeux européens dans leur stratégie de communication et de compétition, au sein de différentes arènes électorales et au fur et à mesure du temps. Alors que les organisations partisanes nationales peuvent en effet avoir développé différentes stratégies afin d'européaniser leur profil, elles peuvent aussi avoir cherché à dépolitiser les enjeux européens, afin d'éviter de faire face à des divisions internes sur ces questions. Certains partis politiques peuvent aussi avoir essayé de politiser les enjeux européens, même s'il semble trompeur de penser que les partis contestataires cherchent systématiquement à mobiliser le conflit sur l'UE lors de chaque moment
politique et au sein de chaque arène électorale. Ainsi, plutôt que de chercher coûte que coûte des preuves d'une européanisation de la compétition politique nationale, il semble plus pertinent de proposer une autre perspective. En effet, il est possible de se demander s'il est vrai que les partis ont cherché à contenir les effets de l'intégration européenne sur le jeu politique national. Si tel est le cas, il semble donc pertinent de se focaliser sur les stratégies qu'ils ont employées et les effets que leurs choix politiques ont engendrés sur la compétition politique. L'objectif principal de ce livre est ainsi de se demander si les partis, et notamment les partis dominants, ont cherché à éviter l'émergence d'un nouveau clivage sur l'intégration européenne. Si tel est le cas, comment ont-ils fait et pourquoi ? Si l'UE est devenue de plus en plus impliquée dans la limitation des marges de manœuvre et des choix de politique publique des États, et si ces normes influencent une part croissante des législations nationales, les enjeux européens devraient donc, en théorie, être de plus en plus saillants et débattus au sein des espaces publics et politiques nationaux. Mais si au contraire ce n'était pas le cas, il est essentiel de savoir plus précisément quelles stratégies les partis politiques et les acteurs partisans ont-ils utilisées afin de limiter les effets que le clivage sur l'UE et les enjeux européens auraient pu causer sur le jeu politique en général et sur leur organisation partisane en particulier. Comment différents types de partis politiques, au pouvoir et dans l'opposition de même qu'au sein de systèmes partisans distincts, ont-ils adapté leur stratégie de compétition à l'influence de l'UE ? Comment ont-ils utilisé les enjeux européens au sein des affrontements politiques nationaux ? Le point de départ de cet ouvrage est l'idée que le développement des politiques de l'UE affecte l'environnement traditionnel au sein duquel les partis opèrent, dans le sens où l'intégration européenne contribue à modifier la logique des interactions politiques domestiques. Les partis politiques définissent en effet leurs intérêts et poursuivent leurs objectifs stratégiques en fonction d'un contexte politique et institutionnel donné. De fait, les principaux objectifs stratégiques qu'ils poursuivent, la maximisation de leurs résultats électoraux de même que leur volonté de conquérir le pouvoir et d'influencer les politiques publiques, peuvent tous, d'une manière ou d'une autre, avoir été affectés par la progression de la construction européenne. Il est donc crucial de se demander comment différents types de partis ont adapté leur stratégie de compétition pour éviter, pour saisir ou pour contester les enjeux européens, et ce, au fur et à mesure du temps, au sein de différentes arènes électorales et dans des contextes nationaux distincts. Par exemple, alors que la création d'une arène parlementaire européenne a offert de nouvelles opportunités aux partis, leur permettant d'exercer leur stratégie traditionnelle de conquête de postes politiques et d'influence des politiques publiques au sein du nouvel échelon européen, le rôle croissant des normes et des politiques de l'UE peut néanmoins avoir perturbé les prérogatives des partis et des gouvernements nationaux en réduisant les instruments et les marges de manœuvre à leur disposition. Étant donné le développement de ces contraintes européennes, les enjeux européens peuvent avoir fait l'objet de débats publics et politiques importants lors de certaines campagnes électorales nationales ou lors de moments européens, spécifiques tels que les référendums sur les traités de l'UE, même si au contraire, ils peuvent avoir été marginalisés par les enjeux politiques nationaux en période de routine politique. Ainsi, ce livre est notamment guidé par l'hypothèse que les stratégies de gestion de l'UE des partis politiques varient en fonction de l'arène de compétition politique considérée. De plus, les partis politiques nationaux ne se sont peut-être pas adaptés de la même façon au développement de l'intégration européenne suivant leur situation concrète au sein de leur système partisan et de leur statut au pouvoir ou dans l'opposition. Les organisations partisanes ne partagent en effet pas toutes les mêmes objectifs politiques. Les partis de gouvernement font avant tout primer leurs objectifs de conquête du pouvoir sur la fidélité à leur idéologie. Ils tiennent souvent des promesses dans l'opposition qu'ils renient ou amendent substantiellement une fois au pouvoir. Il y a donc fort à croire que leur traitement de l'UE suit de même cette tendance, ce qui peut donc les amener à appréhender et à traiter les enjeux européens de façon très stratégique. De fait, un regard historique sur les différentes étapes de la construction européenne nous montre que les partis dominants, tant de gauche que de droite, ont très souvent fait face à d'importants conflits internes sur les questions européennes. Les choix institutionnels et les politiques publiques européennes soutenues par les chefs de gouvernement
et les dirigeants de la majorité gouvernementale, dépendent le plus souvent de leurs propres choix et initiatives, plus qu'ils ne reflètent réellement le sentiment majoritaire de la base militante du parti duquel ils sont issus. La présidentialisation du traitement de l'UE a pour effet que les militants et les élus des partis de gouvernement dominants sont en fait rarement voire quasiment jamais consultés sur la définition de la ligne européenne suivie par leur parti et par leurs représentants une fois qu'ils ou elles accèdent au pouvoir. Il est donc très probable que les partis dominants des systèmes partisans européens, ceux-là même qui ont œuvré à la création et au développement de l'intégration européenne, cherchent globalement à éviter le politique lorsqu'il s'agit de l'UE, en préférant agir au niveau européen de façon autonome, plutôt que d'être dépendants d'éventuels mandats d'action ou de contrôle populaire sur ces questions. Dans un récent ouvrage majeur de sociologie, Nina Eliassoff a formulé cette thèse de l'évitement du politique, que nous reprenons à notre compte pour appréhender la manière avec laquelle les élites partisanes des partis dominants appréhendent les enjeux européens. Elle a bien montré comment, par leur comportement et leurs attitudes axées sur le consumérisme et la quête des loisirs, les Américains contribuent à produire de l'apathie politique dans leur vie quotidienne. Dans son étude, elle illustre comment le maintien d'un fort engagement dans les associations, comme l'avait souligné Alexis de Tocqueville dans son étude classique de la démocratie américaine, ne va pourtant pas de pair avec une politisation plus forte des citoyens. À travers son observation d'une association de défense de l'environnement, elle décrit comment l'empressement des gens à vouloir résoudre des problèmes, et à se sentir utiles, les amène à privilégier le traitement de petits problèmes techniques et concrets plutôt que de s'intéresser aux problèmes publics et aux choix politiques plus généraux. Dans son enquête d'observation participante d'une association de danse country, elle montre aussi comment les gens privilégient des conversations autour de banalités, du sport, de la musique et de la danse, et cherchent avant tout à éviter les sujets qui peuvent être conflictuels, ce qui les amène non seulement à ne pas parler politique, mais aussi plus fondamentalement à se regrouper chaque semaine sans véritablement se connaître. Par leurs attitudes assez consuméristes et superficielles, leur obsession de l'efficacité, de devoir résoudre des problèmes et de se sentir utile ou d'apprendre tout de suite des choses en voyant immédiatement les effets de leur engagement dans des associations ou dans des groupes, ils contribuent à éviter le politique et produisent sans s'en rendre compte de l'apathie et de l'isolement dans leur vie quotidienne. Ainsi, en analogie, cet ouvrage vise à tester une seconde hypothèse suivant laquelle plus les partis partagent des objectifs de conquête du pouvoir, plus ils cherchent à éviter la dimension européenne de conflit et à contenir ses effets sur la compétition politique. Autrement dit, contrairement aux thèses répandues d'une montée de l'euroscepticisme et de contestation politique grandissante à l'égard de l'UE, si l'on se focalise du point de vue des manières avec lesquelles les partis de gouvernement appréhendent les enjeux européens, il semble que ce soit plutôt la dépolitisation et l'évitement de ces enjeux qui doivent être mis en avant. L'évitement du politique lorsqu'il s'agit de l'UE semble en effet une caractéristique historique fortement ancrée de la manière avec laquelle les partis dominants et leurs élites appréhendent l'UE et ce, depuis les premières heures de l'intégration européenne, influencée par la méthode Monnet et son accent sur des institutions non majoritaires, indépendantes des cycles électoraux et des pressions populaires des électorats nationaux. À l'inverse, les partis politiques plus contestataires et moins enclins à accepter des compromis idéologiques afin de former des coalitions gouvernementales, dont la vocation principale est souvent de rester dans l'opposition et qui sont ainsi moins directement axés sur la conquête du pouvoir, peuvent vouloir débattre sur les politiques publiques et les évolutions institutionnelles de l'UE. Il est donc aussi possible de supposer que plus les partis se situent à la périphérie des systèmes partisans, plus ils cherchent à politiser le clivage européen, pour diviser les partis dominants et restructurer les équilibres politiques en leur faveur. En ce sens, l'objectif de cet ouvrage est de fournir une étude empirique et comparée des stratégies utilisées par les partis politiques, tant au gouvernement que dans l'opposition, afin de gérer et d'incorporer les enjeux européens dans leur discours et leur logique de compétition. Le livre porte plus sur les dynamiques des systèmes partisans, les manières avec lesquelles l'UE a contribué ou non à perturber et à restructurer les lignes de conflit au niveau national, que sur des partis politiques étudiés individuellement.
À partir de données principalement quantitatives mais aussi qualitatives, ils se fondent sur une comparaison du traitement de l'UE par les partis au sein de 4 systèmes partisans, en France, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne au cours des 20 dernières années. En s'intéressant aux similarités et aux différences entre ces 4 cas nationaux, ils cherchent à mieux préciser les stratégies de politisation et de dépolitisation de l'UE utilisées par les partis, notamment en fonction de leur situation au sein de leur système partisan, au pouvoir comme principal parti de l'opposition ou comme parti périphérique de l'opposition. Tout en cherchant à préciser les effets de ces situations sur les choix idéologiques et les comportements stratégiques des partis, le livre compare aussi leurs attitudes au sein de différentes arènes de compétition, lors des périodes de routine politique, des élections nationales et européennes, de même que lors des référendums sur des traités européens. Le livre s'appuie sur plusieurs types de sources, des archives de presse, des données de sondage, des rapports officiels sur les comptes de campagne des partis et des données sur les profils biographiques des eurodéputés. Contrairement à de nombreux travaux comparatifs qui prennent souvent la forme d'une superposition d'études de cas, et où la comparaison est uniquement présente dans la conclusion, chaque chapitre propose une analyse comparée. La première partie porte sur les stratégies de communication sur l'UE des partis lors des périodes de routine et des campagnes électorales nationales, chapitres 2 et 3. Nous nous intéressons ensuite à la manière dont les partis ont géré leurs débats et dissensions internes sur l'UE, lors des référendums sur les traités européens, chapitres 4 et 5. Enfin, la dernière partie se focalise sur les manières avec lesquelles les partis et les acteurs partisans se sont adaptés au développement du Parlement européen, à travers la sélection de leur personnel politique et la mise en œuvre de campagnes de faible intensité lors des élections européennes, chapitres 6 et 7. Ces 3 dimensions de la compétition politique, nationale, interne et celle du lien national-supranational, méritent une attention particulière puisqu'elles sont liées à des aspects complémentaires des activités des partis. Elles nous permettent de discerner comment les enjeux européens sont traités au sein des sphères publiques et des campagnes électorales nationales, quelles stratégies les partis ont adoptées pour gérer leurs débats internes sur l'UE, et comment ils se sont adaptés à la consolidation de l'arène parlementaire européenne. Chapitre 1 Les partis et les systèmes de partis, face à l'intégration européenne. L'étude des stratégies d'adaptation des partis et des systèmes de partis nationaux en réponse à l'intégration européenne constitue un débat central des travaux de sciences politiques. L'objet de ce chapitre théorique est de présenter l'état des savoirs sur la question, en montrant les forces et les faiblesses des études existantes, tout en distinguant des pistes de recherche pour l'avenir. Dans ce travail de spécification de l'état de la littérature scientifique, de ses étapes de développement et de ses principaux apports empiriques, un accent particulier est porté sur les travaux de la science politique francophone. Cet état de l'art ne prétend pas à l'exhaustivité, puisqu'il serait futile de vouloir recenser l'ensemble des travaux portant sur l'Europe et les partis politiques domestiques. Plutôt, il s'agit de se centrer principalement sur les travaux qui cherchent à mieux spécifier les résistances et les changements des partis et des systèmes de partis en rapport avec le processus d'intégration européenne. La première partie de ce chapitre évoque les premières générations d'études associant les partis et l'intégration européenne, notamment autour de l'analyse de l'institutionnalisation des europartis et de la considération des positionnements partisans. La seconde partie restitue les principales avancées empiriques des recherches existantes, à savoir ce que l'on sait dorénavant sur les attitudes et les réponses des partis politiques à l'égard de l'intégration européenne. La troisième partie présente l'apport de la recherche francophone et les débats existants en son sein sur ces questions. La dernière partie évoque enfin plus en détail la problématique de l'ouvrage, et présente succinctement ses hypothèses, sa méthode et sa perspective comparée. L'européanisation de la compétition politique en question. Quels effets de l'intégration sur les partis politiques nationaux ? Les premières études associant l'intégration européenne et les partis politiques. Depuis les années 1990, la notion d'européanisation est devenue l'un des concepts les plus utilisés par les spécialistes de l'intégration européenne. Selon la définition classique de Claudio Radaelli,
L'européanisation peut être définie à travers des processus de A. Construction, B. De diffusion et C. D'institutionnalisation de règles, de procédures, de paradigmes de politique publique, de style, de manière de faire les choses, de croyances partagées et de normes formelles et informelles, qui sont définies et consolidées dans la formation des politiques publiques et de la politique européenne, puis incorporées dans la logique du discours domestique, des identités, des structures politiques et des politiques publiques. La plupart des auteurs entendent l'européanisation comme un processus de diffusion de la contrainte européenne, au niveau domestique. D'autres pensent que la notion constitue un mot valise, utilisé pour décrire un ensemble de phénomènes très distincts. Conscient des apports mais aussi des limites de la notion, il semble donc plus judicieux de l'appréhender comme un simple agenda de recherche. Plus précisément, dans cet ouvrage, nous nous intéressons aux stratégies d'adaptation des acteurs partisans et des partis politiques nationaux par rapport aux changements dans les institutions, les idées et les intérêts qu'implique l'intégration européenne. La littérature sur l'européanisation s'est longtemps centrée sur les administrations et les institutions domestiques. Le rôle des partis politiques en tant qu'acteurs impliqués dans le processus d'intégration a été insuffisamment considéré jusqu'alors. Avant le tournant des années 2000, très peu d'études s'intéressaient aux effets de l'intégration sur l'évolution des modalités du jeu politique national ou sur les stratégies de compétition des partis domestiques. Cette omission des partis politiques nationaux résulte en fait de deux tendances. D'une part, c'est le résultat d'une forte focalisation historique, depuis les premières étapes de la construction européenne, sur l'étude de la genèse et des caractéristiques des fédérations de partis au niveau européen. D'autre part, c'est aussi la conséquence de la tendance générale suivant laquelle l'Europe a longtemps été considérée comme insignifiante pour les partis nationaux. La forte diffusion de la théorie du second ordre a eu pour effet de reléguer tout questionnement sur les impacts éventuels de l'Europe sur les partis nationaux. Il est pourtant devenu peu à peu plus évident que l'intégration puisse soit imposer de nouvelles contraintes, soit créer de nouvelles opportunités pour les partis, alors même qu'elle contribue à modifier l'environnement au sein duquel se déroule la compétition politique nationale. Depuis les premières élections européennes de 1979, certaines recherches ont tenté de considérer le lien entre les partis et l'intégration à travers la focale de l'émergence des fédérations de partis au niveau européen. Pour le politologue anglais Simon Hicks, le développement des partis au sein du système politique européen est fondamentalement un cas de changement organisationnel partisan, une évolution des organisations partisanes nationales et une formation de nouvelles organisations partisanes européennes. Son propos est illustrateur de cette volonté de considérer les conditions pouvant présider à l'émergence d'un système partisan, différencié à l'échelon européen. Certains politistes se sont de même intéressés à la formation des coalitions partisanes au sein du PE. Néanmoins, malgré un fort enthousiasme initial, alors que les élections européennes tendent à surreprésenter les petites formations, les fédérations européennes de partis demeurent très hétérogènes et dépendantes de leurs composantes nationales. La position dominante des partis nationaux pourrait seulement être remise en cause par les europartis, à travers la création d'un véritable exécutif européen, ce qui semble plutôt improbable à moyen terme. Même si les fédérations européennes de partis n'exercent pas vraiment d'influence directe sur les partis domestiques, elles peuvent toutefois jouer le rôle de nouvelles structures d'opportunité pour les acteurs nationaux dans l'acquisition d'une expertise européenne, ou le développement de nouvelles perspectives de carrière. Parallèlement, une seconde série de travaux s'est focalisée sur l'étude des positionnements des partis politiques nationaux à l'égard de l'intégration européenne. Suivant cette perspective, les politistes se sont intéressés à l'évolution des attitudes des partis domestiques à l'égard de l'UE, en cherchant à déceler les perspectives d'émergence d'une dimension européenne de compétition politique, ou au contraire à considérer son absorption au sein des alignements traditionnels. Plusieurs critiques pourraient être formulées sur les recherches relatives au positionnement partisan. La description détaillée des déterminants nationaux des positionnements a été préférée à des analyses réellement comparatives. La mesure des positionnements partisans a de plus été souvent limitée à un moment temporel spécifique.
Les recherches se sont largement appuyées sur les variables quantitatives au détriment de comparaisons longitudinales qualitatives, requérant un temps plus important. Les études de Liner Dray et du groupe de travail autour de Lisbeth Hogg constituent quasiment les seuls travaux quantitatifs cherchant à comparer systématiquement l'évolution des positionnements partisans à l'égard de l'intégration européenne entre différents partis et systèmes partisans, et sur une échelle temporelle de moyen terme. Néanmoins, dans leurs études respectives basées sur des enquêtes d'experts, l'élément méthodologique le plus problématique est lié au fait qu'il a été demandé aux experts de définir les positionnements partisans de manière rétrospective, quelquefois afin de définir les attitudes que certains partis adoptèrent plus de 15 années auparavant. Là où interpréter le positionnement des partis dans un passé récent peut être scientifiquement acceptable, la probabilité qu'un expert puisse évaluer de manière correcte le positionnement qu'un parti donné adopta une dizaine d'années auparavant peut mener à d'importantes imprécisions. La focalisation excessive sur les positionnements partisans a de même relégué au second plan d'autres dimensions de la vie partisane, telles que l'impact de l'Europe sur les discours politiques des partis domestiques, sur leur stratégie de compétition à l'égard de l'enjeu européen, ou sur les dynamiques d'internalisation de cet enjeu au sein des logiques et des conflits intrapartisans. C'est pourquoi ces éléments constituent au contraire autant de dimensions qui se trouvent au cœur des préoccupations de cet ouvrage. Enfin, depuis la fin des années 1990, les travaux qui relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler l'euroscepticisme partisan se sont prêtés à des affrontements importants. Paul Taggart introduisit en 1998 le concept d'euroscepticisme, issu de la sphère publique, au sein des débats scientifiques de sciences politiques. Il définira celui-ci comme une opposition contingente et nuancée au processus d'intégration européenne, ou une opposition radicale et sans nuance à ce même processus, distinguant alors les modalités d'un euroscepticisme dur ou doux. L'euroscepticisme dur caractérise une opposition de principe à l'intégration européenne et demeure mobilisée par des partis périphériques qui se trouvent généralement déjà marginalisés au sein de leur système partisan, en raison de leur posture et de leur rhétorique contestataire. Dans un article postérieur, Paul Taggart et Alex Sterbiak spécifient plus précisément ce qu'ils entendent par un euroscepticisme doux, à savoir une opposition plus circonstanciée envers une ou plusieurs politiques publiques européennes, ou à l'encontre des modalités de fonctionnement contemporaines de l'Union, sans pour autant que cela ne remette en cause un soutien plus général au principe de l'intégration. La plupart des travaux postérieurs se sont ainsi attelés à tenter de mesurer l'étendue de l'euroscepticisme partisan au sein de différents États membres, comme en atteste par exemple l'ouvrage collectif dirigé par Dieter Fuchs, Raoul Magny-Berton et Antoine Roger. Celui-ci ne se focalise toutefois pas exclusivement sur l'euroscepticisme partisan, puisque seule une partie lui est consacrée, ce qui permet aux auteurs de s'intéresser successivement aux images de l'Europe, au progrès de l'euroscepticisme parmi les citoyens européens, à la construction de l'euroscepticisme au sein des médias, puis finalement aux résistances eurosceptiques émanant des partis politiques. D'autres travaux ont fait écho à ces préoccupations, notamment l'Europe contestée dirigée par Laure Neumayer, Antoine Roger et Frédéric Zalewski, qui mêlent des contributions ayant pour trait commun de s'intéresser aux différentes manifestations de contestation à l'égard de l'Europe. Suivant le même type d'approche, l'Europe sous tension se focalise sur les dynamiques d'appropriation et de contestation de l'intégration européenne, tant par des acteurs sociaux que par certains acteurs politiques. Le récent travail de Cécile Lecomte fournit aussi une réflexion importante sur la notion d'euroscepticisme et sur ses différentes manifestations, au niveau des élites politiques, des administrations, des médias ou dans la société, même si le livre constitue avant tout un ouvrage de synthèse de l'état des connaissances à travers une réflexion conceptuelle, plus que le résultat de recherches empiriques. Certains chercheurs préfèrent toutefois évoquer les résistances à l'Europe, ou les remises en cause de l'intégration européenne, afin de se focaliser sur les dynamiques de contestation de l'objet européen, suivant des logiques plus transversales et interdisciplinaires et à partir de la sociologie des mobilisations mises en œuvre par les acteurs sociaux. L'émergence de nouveaux cadres d'analyse. Alors que les travaux s'intéressant à l'euroscepticisme partisan
se sont focalisées indistinctement sur les europartis et sur les partis nationaux, les recherches portant sur les résistances à l'Europe se sont le plus souvent centrées sur les mouvements et les mobilisations sociales. Mais comme le soulignent Kurt Luther et Ferdinand Müller-Rommel, un changement de paradigme est apparu, en considérant le système politique européen comme un environnement plus contraignant pour les partis nationaux. L'intégration européenne transforme en effet de façon croissante les frontières de l'action politique. Les politiciens, recrutés en fonction de leurs affiliations partisanes nationales, peuvent agir au sein des parlements domestiques et européens et dans le cadre des négociations entre gouvernements. Les gouvernements nationaux sont d'eux-mêmes organisés sur des bases partisanes, alors que dans le même temps, les partis sont impliqués à différents niveaux d'activité tant au gouvernement que dans l'opposition. Les partis nationaux sont enfin les principaux gardiens de l'arène électorale européenne, puisque selon Thomas Pogunke et ses co-auteurs, en analogie avec la politique nationale, les partis sont impliqués dans la légitimation du système de gouvernance de l'UE, dans le sens où ils représentent le principal lien entre les institutions de gouvernement, le Conseil européen, le Conseil des ministres et le Parlement et l'électorat. Robert Ladrèche a ainsi considéré qu'il devrait être possible de construire un cadre de référence plus systématique afin d'inclure la politique partisane dans l'étude des processus de décision de l'UE. Son article publié dans Parti Politics en 2002 constitue en fait le point de départ d'un agenda de recherche nouveau lié à l'européanisation des partis politiques nationaux. Puisqu'il constitue le principal cadre d'analyse théorique à ce jour, qui demeure d'ailleurs relativement consensuel, il s'agit ici de le présenter plus en détail. Ladrèche lui-même reconnaît que l'européanisation des partis est un phénomène très compliqué à identifier, ce qui l'amène justement à définir 5 dimensions de recherche différentes, qui renvoient à des facettes distinctes des activités des organisations partisanes, et ce, afin de pouvoir engager des études empiriques comparatives plus systématiques sur une ou plusieurs de ces dimensions. 1. Le changement programmatique. 2. Le changement organisationnel. 3. Les dynamiques de compétition politique. 4. Les relations entre partis et gouvernement. 5. Et enfin les relations au-delà du système partisan national. Une première dimension d'investigation susceptible de permettre de considérer les stratégies d'adaptation, ou au contraire, la résistance au changement des partis nationaux est liée à l'évolution des programmes partisans. L'inclusion croissante ou non de références à l'Europe peut sur ce point être considérée tant sur un plan quantitatif que suivant une méthodologie qualitative. La référence aux politiques européennes, au rôle des institutions supranationales ou à la coopération avec les fédérations européennes de partis, peut médiatiser des évolutions normatives liées à la reconnaissance de l'importance croissante du référentiel européen pour l'espace politique national. En se focalisant sur les modalités d'incorporation de la dimension européenne au sein des programmes des partis nationaux, tant dans le contexte des élections européennes que dans celui des élections nationales, il devient alors possible de comparer la nature et l'étendue des dynamiques d'européanisation programmatique, tant entre différents partis d'un même système partisan qu'entre différents systèmes politiques nationaux. La seconde dimension suggérée par Ladrèche est celle du changement organisationnel. Par les adaptations organisationnelles, il entend soit des changements statutaires explicites, soit des évolutions plus subtiles et informelles liées à la modification des pratiques et des relations de pouvoir au sein même des partis. D'une part, les évolutions formelles peuvent être liées aux règles et aux statuts internes des partis en ce qui concerne le rôle et l'influence des délégations au Parlement européen, en particulier dans les congrès du parti et les organes de direction, mais peuvent aussi constituer en une reconnaissance des liens transnationaux au-delà du territoire national. Cette facette formelle du changement organisationnel traduit en fait la volonté de déceler si les partis nationaux, pris dans leur rôle d'organisation politique, ont modifié leurs pratiques organisationnelles au profit d'une plus grande influence des eurodéputés ou des délégations au Parlement européen au sein même de leurs organes internes. Cet élément constitue justement la focale de l'étude empirique de Thomas Pogunke et ses co-auteurs. D'autre part, s'intéresser au changement organisationnel peut aussi amener à centrer la focale de l'analyse sur des logiques plus informelles
et des effets plus indirects de l'Europe sur les partis nationaux, liés notamment aux relations de pouvoir entre les élites partisanes et les militants au sein même des partis. De ce point de vue, il s'agit de considérer les logiques de saisie de l'Europe par les acteurs partisans. L'enjeu européen peut en effet constituer un objet de politisation, permettant à certains acteurs ou factions minoritaires de modifier les équilibres organisationnels internes. Les référendums européens ont ainsi dans certains cas fourni une structure d'opportunité donnant lieu à des débats intrapartisans sur l'Europe, voire même à des référendums internes forgeant de nouvelles lignes de conflit au sein des organisations partisanes, engendrant un regain de factionnalisme et même des scissions partisanes. En ce sens, l'Europe peut constituer un enjeu perturbateur de relations de pouvoir relativement sédimentées et routinières au sein des partis politiques nationaux. Il se pose alors la question de la gestion de l'enjeu européen tant au niveau des élites que des militants de base, afin soit de compartimenter les effets potentiels des questions européennes sur les positionnements et sur les mandats d'action, ou l'absence de mandat des élites, soit au contraire, de requalifier le traitement interne de l'UE. La troisième dimension d'analyse est liée aux dynamiques de compétition. Il s'agit de s'intéresser aux manières avec lesquelles l'enjeu européen est politisé et devient un enjeu de différenciation entre les partis politiques nationaux. S'intéresser aux dynamiques de compétition revient à déplacer la focale de l'analyse, des partis pris individuellement, vers les logiques relationnelles au niveau du système partisan. L'évolution des logiques de compétition partisane liées à l'Europe peut être appréhendée à travers la formation de nouveaux partis créés à partir de l'enjeu européen, ou par l'intermédiaire de la considération du rôle d'un parti fortement pro-européen ou anti-européen sur le positionnement, les pratiques et les discours des autres partis. La quatrième dimension d'analyse suggérée par Ladrèche traite des relations entre partis et gouvernement. Selon lui, la participation des dirigeants de partis au sein des forums européens peut mettre sous tension les relations avec le parti sur certaines politiques. Il s'agit ici de s'intéresser au jeu de pouvoir entre les partis nationaux et leurs représentants au niveau européen, à travers les exécutifs domestiques. La participation aux négociations entre gouvernements au niveau supranational peut en effet contribuer à distancier le positionnement du gouvernement, et donc du parti majoritaire, de ses orientations programmatiques initiales formulées au niveau national. Dans tous les cas, cette facette des relations partisanes renvoie à la question de l'autonomie des directions des partis nationaux et de leurs leaders lorsqu'ils sont impliqués dans le jeu politique supranational, et en retour, aux manières avec lesquelles les partis nationaux contrôlent ou non ces activités, notamment à travers les parlements domestiques. Enfin, la dernière dimension d'analyse proposée par Ladrèche est liée aux relations au-delà du système partisan national. L'européanisation peut se traduire par de nouvelles perspectives de coopération transnationale avec des partis d'autres États membres de l'UE, dans la mesure où de nouvelles activités organisationnelles et programmatiques sont promues. Cet élément correspond aux 3 étapes de développement d'un niveau européen de coopération interpartisane, à travers des contacts initiaux, l'établissement de coopération puis la mise en œuvre de dynamiques d'intégration postérieures. Dans cette acception, il s'agit de considérer dans quelle mesure l'établissement de familles de partis au niveau européen peut exercer des pressions directes ou indirectes sur les partis nationaux, par exemple à travers la définition de propositions programmatiques forgeant une harmonisation du corpus idéologique d'une même famille, ce qui peut indirectement influencer la marge de manœuvre et les choix politiques des partis domestiques. L'établissement de relations au-delà du système partisan national peut aussi constituer une ressource de légitimation pour des partis marginalisés sur la scène politique domestique. Ainsi, on voit bien comment le cadre théorique proposé par Ladrèche constitue une base de travail intéressante afin de situer et de considérer empiriquement le phénomène complexe de l'européanisation partisane. Il permet de refuser une théorie générale qui voudrait rendre compte de manière simpliste des dynamiques d'adaptation et de résistance au changement des partis politiques domestiques, en ouvrant au contraire la voie à des études empiriques plus circonstanciées, qui se focalisent sur une ou plusieurs dimensions du phénomène. L'européanisation des systèmes partisans et des partis nationaux. Ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore.
La résistance des clivages politiques nationaux traditionnels. Tout d'abord, il a été question de s'intéresser aux manières avec lesquelles l'intégration européenne contribue ou non à faire évoluer la structure préexistante des clivages politiques au niveau domestique. Dans cette perspective, il est question de se demander si l'enjeu européen peut faire émerger de nouvelles lignes de conflit, en tentant de spécifier les conditions pouvant présider à de tels développements. Comme le rappelle Daniel Louis Seller, le terme de clivage provient étymologiquement du jargon de la Corporation des tailleurs de pierres précieuses. Dans la taille douce, par exemple du diamant, cliver signifie une technique qui consiste à déceler dans la structure profonde des pierres précieuses des fractures potentielles qu'il s'agit de respecter afin de tirer parti du joyau avec un minimum de déchets possible. Un clivage correspondrait donc ainsi à une sorte de faille géologique, à un dispositif à caractère conflictuel qui s'inscrit dans la longue durée politique. La question de l'émergence d'un clivage sur l'UE, ou de la restructuration des clivages existants au niveau domestique en réponse à la construction européenne, demeure l'un des éléments les plus controversés et les plus débattus par les politistes s'intéressant aux effets de l'UE sur les espaces politiques nationaux. György Markus défend par exemple que le système partisan hongrois s'est restructuré progressivement au cours de la dernière décennie, autour d'une ligne de fracture dont le soutien à l'Europe constituerait un élément différenciateur central. Selon lui, les partis libéraux modernisateurs seraient ainsi parallèlement pro-européens, alors que les partis conservateurs défendant la nation hongroise des deux côtés du spectre politique sont dits eurosceptiques. Pour autant, comme le démontre Laure Neumayer, l'hypothèse de lien stable entre offre idéologique et positionnement partisan envers l'intégration européenne en Europe centrale tend à être réfutée dès lors que l'on développe une analyse empirique plus large incluant par exemple les cas de la Pologne et de la République tchèque. Depuis environ une décennie, de nouvelles études ont ainsi tenté de dépasser l'intérêt initial pour l'institutionnalisation des fédérations de partis au niveau européen, et la focale limitée liée à l'étude des positionnements partisans, en s'intéressant à d'autres aspects du lien entre l'intégration européenne et les partis politiques nationaux. Plusieurs articles et travaux scientifiques centraux ont contribué à ces développements. Simon Hicks et Peter Mayer, avec des méthodes différenciées, ont mis en avant l'impact limité de l'intégration européenne sur les systèmes partisans nationaux, même si Simon Hicks est plus optimiste quant à la possibilité de structuration progressive d'un système partisan transnational. Dans une approche se réclamant de Giovanni Sartori, Peter Mayer a souligné comment l'UE n'a que faiblement modifié le format et la mécanique des systèmes partisans domestiques. Les modifications des structures des affrontements politiques domestiques, elles-mêmes très limitées, ne résultent généralement pas de l'influence directe du niveau européen. Seuls quelques partis en Europe se sont créés explicitement à partir de la contestation de l'enjeu européen, et même dans ce cas, il semble que l'usage par ces partis de logique anti-européenne ne soit qu'un élément parmi d'autres d'une rhétorique anti-système plus générale. Les études initiales sur les positionnements partisans ont d'ailleurs bien montré les ambiguïtés et l'hétérogénéité importante des familles partisanes, de gauche ou de droite, lorsque l'on interprète leur rapport à l'intégration européenne sur la base de la structure des clivages nationaux. C'est pourquoi les partis de gouvernement établis peuvent préférer, autant que possible, ne pas traiter des questions européennes, ou seulement marginalement dans le cadre du jeu politique national, puisqu'il semble exister une incompatibilité objective entre des questions nouvelles référant à une ouverture vers un cadre supranational émergent, et des contextes politiques nationaux historiquement sédimentés, qui constituent des référentiels idéals relativement clos. Dans son article de 2001, Stefano Bartolini propose une réflexion afin de considérer dans quelle mesure le développement de l'intégration européenne influe ou interagit sur les systèmes de clivage historiquement établis à l'échelle nationale. Il a plus récemment poursuivi celle-ci à travers son ouvrage Restructuring Europe, au sein duquel il se focalise sur la configuration historique des États-nations européens, et tente d'apprécier la trajectoire contemporaine de l'intégration européenne en spécifiant dans quelle mesure elle constituerait une nouvelle phase de développement de l'Europe. Il teste différentes hypothèses en cherchant à savoir si l'UE constitue une tentative de formation d'une organisation étatique d'un nouveau genre, un processus de création d'un nouveau centre politique sans formation parallèle d'une nation,
ou au contraire un processus d'émergence d'un nouveau noyau politique sans réelle démocratisation de ces structures, entendu comme la possibilité de contrôle des décisions politiques supranationales par l'électorat européen en formation. Stefano Bartolini s'intéresse aux voies éventuelles par lesquelles le système européen pourrait se structurer politiquement. Il considère que l'européanisation de la structure des clivages nationaux peut potentiellement procéder suivant 4 dimensions analytiques distinctes, qui entraîneraient chacune différents types de changements. L'européanisation pourrait d'abord engendrer des évolutions globales ayant rapport avec la remise en cause des frontières nationales dans le processus d'intégration, des changements liés à la consolidation d'institutions européennes et à l'extension de leurs compétences, des changements provenant du développement d'un système de représentation au-dessus des systèmes nationaux, et enfin, des changements pouvant être attribués à l'interaction entre les systèmes de partis européens et nationaux. La première dimension analytique réfère à un effet indirect et diffus, similaire en quelque sorte à celui engendré par le processus de mondialisation, dans le sens où il s'agit de la modification globale de l'environnement du jeu politique national, qui se trouve indirectement partie prenante de phénomènes politiques mondialisés dont les problématiques dépassent alors les frontières nationales. La seconde dimension est celle de l'effet vertical croissant des régulations politiques communautaires sur les politiques publiques et sur la redéfinition du champ des compétences des acteurs politiques nationaux. La troisième facette reflète la préoccupation initiale des études associant les partis politiques et l'intégration, à travers l'institutionnalisation d'organisations partisanes supranationales, alors que la dernière dimension illustre l'intérêt plus contemporain pour les interactions entre les fédérations de partis européennes et les partis nationaux. En ce sens, Stefano Bartolini propose une réflexion analytique intéressante sur les différents types de changements potentiels affectant la structuration de la politique nationale, même si son apport se limite néanmoins à des considérations théoriques. Selon lui, l'un des dilemmes majeurs est lié au fait que le processus d'intégration contribue actuellement à accroître la tension entre la déstructuration possible des clivages nationaux et des structures partisanes d'une part, et le faible et improbable potentiel de structuration d'alternatives politiques au niveau de l'UE d'autre part. Par cela, il entend la déstructuration des modes de prise de parole nationaux sous l'effet de possibilités croissantes de défection, un mouvement qui s'effectuerait parallèlement à une restructuration organisationnelle des modes de prise de parole au niveau supranational. Il suggère qu'il semble aujourd'hui difficile d'identifier des oppositions, encore plus des clivages, qui prétendraient restructurer politiquement l'espace de l'UE. L'avancée de l'intégration européenne s'accompagne certes de contestations et de tensions, mais celle-ci ne semble pas en mesure d'aboutir à la production d'un conflit intégrateur central. Ce problème structurel amène la plupart des partis de gouvernement à partager une situation de collusion, en raison d'une indifférenciation relative de leur positionnement à l'égard du soutien à l'intégration. Ceci s'explique par le fait que les partis sont divisés en interne et au niveau des eurofamilles selon la constellation des clivages nationaux dont ils sont originaires, de telle sorte qu'ils peinent à différencier leur positionnement sur les questions d'intégration, puisqu'ils ne perçoivent pas quels intérêts sociaux pourraient s'agréger en soutien ou en opposition à des orientations alternatives à l'intégration. Il développe finalement 4 hypothèses relatives à la manière avec laquelle les systèmes de clivage nationaux pourraient être européanisés. 1. Il s'agit d'abord de l'hypothèse de l'européanisation des clivages nationaux, qui impliquerait la reproduction au niveau du Parlement européen des clivages nationaux dominants s'alignant sur l'axe gauche-droite, ce qui impliquerait le lent développement d'un système partisan européen. 2. Le scénario de l'internalisation du clivage pro-anti-européen caractériserait au contraire la production de conflits relatifs à l'intégration européenne à l'intérieur des systèmes de clivage domestiques existants. Dans ce cas de figure, il n'y aurait pas de nouveaux clivages transnationaux, les partis politiques et les élections demeurant alors largement structurés autour des questions nationales. 3. Celle de l'européanisation du clivage pro-anti-européen, qui engendrerait la production d'oppositions spécifiques à l'intégration européenne, qui serait néanmoins essentiellement structurée autour des élections européennes tout en demeurant absente au niveau national. Cela conformerait un type de système de partis divisés,
ou à deux niveaux, caractérisée par une division du travail relativement nette entre les deux niveaux et une structure très distincte des votes aux élections nationales et européennes. 4. Enfin, la dernière hypothèse serait celle de l'externalisation du clivage pro-anti-européen, qui supposerait l'émergence de l'enjeu européen à l'intérieur des systèmes de partis nationaux, ce qui contribuerait à reformuler la cohésion interne, les stratégies de coalition et les alignements traditionnels des partis tant au niveau national qu'européen, et ce qui aurait pour effet de politiser l'intégration et d'externaliser les clivages domestiques vers les arènes supranationales, tout en internalisant les conflits liés à L'. Intégration européenne dans les arènes nationales. De plus, comme le souligne Didier Chabanet, que ce soit dans les domaines de l'UE les moins institutionnalisés, où la décision reste dominée de fait par l'unanimité, ou dans les domaines où la codécision se prend à la majorité qualifiée, la forte division des pouvoirs entre les institutions européennes et où l'encadrement de leurs compétences par les traités encourage un mode de gouvernance technicisé, résultant de nombreux compromis, plus que les polarisations idéologiques d'un système majoritaire. Plutôt que des alternatives de gouvernement fondées sur des agrégats d'intérêts, le principal clivage sociopolitique qui tend à émerger correspond le plus souvent à une ligne d'affrontement entre les insiders et les outsiders. Au niveau sociologique, cela se traduit par une opposition entre les couches les plus socialement défavorisées qui redoutent de supporter les coûts de l'intégration, et les groupes sociaux qui au contraire appréhendent plus positivement l'avenir. Au niveau des systèmes partisans, ce clivage se traduit par le renforcement de la dichotomie préexistante entre les partis de gouvernement généralement pro-européens et impliqués dans le processus d'intégration, et les partis périphériques, dont l'opposition à l'intégration européenne devient un instrument de plus s'ajoutant à l'éventail existant de leur rhétorique anti-système. Ces partis contestent souvent plus la dynamique contemporaine de l'intégration, les orientations économiques libérales qui lui sont consubstantielles à gauche, le marché européen contre les peuples, et la dynamique de libéralisme culturel et d'ouverture cosmopolite à droite, l'UE contre les nations, qu'ils ne s'opposent par principe à l'idée d'une union en tant que telle. Certes, des logiques de compétition politique propres se développent au sein du Parlement européen, puisque les élections européennes tendent à renforcer le potentiel de chantage, selon l'expression de Sartori, le rôle des partis périphériques généralement critiques à l'égard de l'UE, tout en mettant sous pression les partis de gouvernement pro-européens. Pour autant, l'usage actif de stratégies de confinement de l'enjeu européen permettent aux partis de gouvernement de limiter les effets potentiels que les élections européennes pourraient engendrer sur la restructuration des dynamiques de compétition politique nationale. En d'autres termes, malgré l'émergence d'un clivage clair entre partis pro-européens et eurocritiques lors des élections européennes, la nature même de ces élections de second ordre, et les stratégies employées par les partis de gouvernement à la suite de celles-ci, leur permettent de limiter les effets de débordement, spillover, potentiels sur l'arène politique nationale. Les acteurs politiques qui mobilisent et politisent le clivage européen lors de ces élections ne réussissent donc généralement pas à convertir ces dynamiques conjoncturelles en des effets de restructuration plus vastes. Stefano Bartolini évoque à juste titre la difficulté des partis à thématiser l'intégration et à se positionner les uns par rapport aux autres sur cette question, ce qui aurait pour effet de faciliter la persistance d'attitudes faiblement structurées de l'opinion publique, même si une frange de plus en plus importante de l'opinion perçoit de quelle façon ses intérêts sont affectés au niveau micro par les politiques de l'UE. Ceci engendre ainsi un autre paradoxe structurel caractérisé par une micro-perception des effets spécifiques de l'UE dans certains domaines, malgré un manque d'intérêt et de sophistication de l'opinion publique envers l'UE comme système politique. D'une manière générale, comme le défend bien Antoine Roger, des réponses divergentes sont apportées par les auteurs selon qu'une définition restrictive ou extensive des clivages est retenue. La définition restrictive reprend la vision de Seymour Lipset et de Stein-Rocan, suivant laquelle un clivage serait la traduction au niveau du jeu politique de conflits historiquement sédimentés, qui émergent lors de révolutions et de ruptures, et qui constitue un système fermé d'opposition, structurant durablement la compétition politique. Lorsqu'une nouvelle révolution historique éclate, une nouvelle ligne de faille peut émerger, qui ne se substitue pas aux oppositions existantes mais vient plutôt s'y ajouter. Au contraire,
La définition extensive de la notion de clivage intègre quant à elle toutes les formes de polarisation politique dotées d'un ancrage social. Il s'agit dans cette perspective de caractériser l'ensemble des divisions et des lignes de faille potentielles à partir desquelles les acteurs politiques se situent les uns par rapport aux autres, sans pour autant préjuger de l'étendue de leur ancrage social et de leur degré de sédimentation historique. Suivant cette acception, l'émergence de nouvelles lignes de conflit ne s'ajoute pas forcément aux divisions existantes, mais peut se substituer aux clivages anciennement formés, comme en atteste par exemple l'argument de l'essor du clivage matérialiste-post-matérialiste, formulé par Ronald Inglehart depuis la fin des années 1980, ou en ce qui nous concerne plus précisément, la considération d'un clivage sur l'intégration européenne qui pourrait se substituer aux clivages existants. Les auteurs qui retiennent la définition restrictive privilégient souvent l'hypothèse de l'absorption. Ils considèrent que les lignes de faille établies au niveau national sont en mesure d'absorber les enjeux européens. Cette perspective est par exemple développée par Chris de Schoover, lorsqu'il défend que les systèmes politiques ont incorporé de manière singulière la dimension intégration européenne au sein des compétitions politiques. Les apports de Robert Harmson illustrent de même ce positionnement suivant lequel les questions liées à l'intégration européenne, bien qu'elles tendent à faire l'objet de débats plus importants au niveau domestique, ne restructurent pas pour autant les modalités des affrontements politiques nationaux. Autrement dit, les partis de gouvernement tendent à domestiquer les enjeux européens, alors que les partis périphériques dénoncent leur pro-européanisme consensuel, mais quoi qu'il en soit, l'européanisation relative de la vie politique nationale va de pair avec la résistance au changement des systèmes partisans nationaux dont les propriétés structurelles demeurent inchangées. Au contraire, ceux qui retiennent une définition extensive de la notion de clivage privilégient plutôt l'hypothèse de la substitution, selon laquelle de nouveaux clivages comme celui sur l'intégration européenne peuvent se substituer aux lignes de faille existantes. Cette perspective est principalement défendue par Simon Hicks, qui, à partir d'une connaissance précise des dynamiques de structuration des fédérations de partis au niveau européen, s'intéresse à l'émergence graduelle de nouveaux clivages transnationaux autour de deux dimensions, la division gauche-droite et le nouveau clivage intégration-indépendance entre partisans et opposants de l'UE. Finalement, si l'on s'intéresse non plus à la mutation de la structure des clivages nationaux, mais à la caractérisation de l'articulation entre le niveau de représentation politique nationale et l'échelon européen, il existe un autre débat théorique évoqué par Stefano Bartolini et bien synthétisé par le propos d'Antoine Roger. Peter Maire formule ainsi l'hypothèse de la confusion, suivant laquelle la structure des clivages politiques et des interactions entre partis au niveau du Parlement européen suit des modalités qui, malgré une tendance à l'unification, demeurent distinctes de celles qui prévalent au niveau national. Malgré l'enthousiasme de certains auteurs, il semble en effet qu'un système partisan européen n'existe pas à ce jour, puisque les europartis demeurent très dépendants des partis politiques domestiques, et qu'ils se juxtaposent plutôt qu'ils ne se concurrencent selon un schéma prévisible ou régulier. Au-delà de la question de savoir si un système partisan européen existe ou n'existe pas, ce qui demeure hautement discutable et très dépendant des critères utilisés afin de spécifier ou non une telle existence, l'apport théorique de Peter Maire demeure intéressant en ce qu'il spécifie une confusion potentielle dans l'interaction entre le niveau national et l'échelon européen et leurs modalités de représentation. Il considère que pour que se structure et se stabilise un clivage sur l'intégration européenne, il conviendrait que l'arène supranationale, et donc par extension le canal des élections européennes, puisse traiter des questions relatives aux modalités de l'intégration, à savoir au type de politique publique concrète et aux choix idéologiques et de société pris par l'UE, alors qu'à l'inverse, l'arène nationale et donc le canal des élections domestiques devrait théoriquement traiter des questions liées à l'étendue de l'intégration, aux orientations institutionnelles générales prises par l'UE. Néanmoins, en pratique, il semble exister une incohérence dans la division du débat entre les différentes arènes, les élections européennes traitant le plus souvent de questions domestiques, alors que les élections nationales qui devraient tenir compte et porter sur la marge de manœuvre et le mandat d'action des gouvernements nationaux au niveau européen, ne traitent pourtant pas de telles questions. Si l'Europe s'invite lors des élections domestiques, c'est le plus souvent au travers des débats autour de politiques publiques européennes controversées,
alors même que la compétence liée à l'adoption de celle-ci ne dépend pas des gouvernements nationaux. Il en résulte une situation de confusion entretenue par les appareils politiques suivant laquelle les électeurs se voient donner la parole sur des questions qui ne comptent pas vraiment au niveau concerné. Ce qui permet aux partis politiques tant au niveau national qu'à l'échelon européen, de garder des marges de manœuvre et d'autonomie importantes vis-à-vis des pressions de l'électorat, tout en empêchant une réflexion de fond sur les effets de ces stratégies de compétition sur l'articulation entre le niveau national et l'échelon européen. Ce phénomène ne résulte pas nécessairement d'une stratégie délibérée du complot, activée par les partis nationaux, mais découle plutôt d'un ensemble de dynamiques indépendantes qui entraînent indirectement des effets de blocage si on les considère de manière systémique, en empêchant des affrontements politiques cohérents dans les arènes nationales ou européennes pertinentes en fonction des questions considérées. Contrairement à l'hypothèse de la confusion, d'autres auteurs, notamment autour des travaux de Gary Mark, défendent l'hypothèse de la redistribution suivant laquelle, même si l'intégration européenne n'engendre pas directement l'émergence d'un nouveau clivage, elle peut néanmoins influencer les modalités avec lesquelles cette éventuelle ligne de conflit pourrait s'exprimer. Dans European Integration and Political Conflict, Gary Mark et Marco Steenbergen considèrent ainsi que l'UE réactive les clivages traditionnels en ayant tendance à les faire converger. Ainsi, loin de disparaître, l'affrontement traditionnel entre les sociodémocrates à gauche et les néolibéraux à droite prendrait simplement de nouvelles modalités d'expression, puisque l'intégration européenne restructurerait indirectement la cohérence idéologique des forces en présence. Pour la gauche, l'intégration menace les États-providence nationaux et les politiques sociales domestiques, tout en offrant parallèlement de nouvelles perspectives de régulation socio-économique au niveau supranational. Pour la droite, est exactement l'inverse qui aurait lieu, puisque l'intégration européenne et la création d'un grand marché économique intérieur permet de démanteler grâce au détour par Bruxelles les dernières barrières internes résistant au triomphe néolibéral, tout en suscitant de nouvelles critiques quant à la consolidation de nouveaux instruments bureaucratiques et d'un pouvoir de redistribution au niveau européen. Ces dynamiques expliquent ainsi les trajectoires opposées des partis sociodémocrates et des libéraux au cours des années 1990. Initialement opposés à une intégration perçue principalement sous le prisme économique durant les années 1980, les partis de centre-gauche évoluent vers une attitude plus favorable, dans l'espoir de pouvoir adopter de nouveaux instruments de régulation sociale au niveau européen, un mouvement médiatisé à travers l'adoption du leitmotiv de l'Europe sociale. Au contraire, les partis de droite initialement plus favorables à l'intégration deviennent plus sceptiques parallèlement à l'accroissement des pouvoirs de régulation des institutions communautaires. En somme, l'intégration européenne n'affecterait pas la nature des clivages préexistants, mais exercerait une influence sur les modalités de leur expression, des modalités qui, puisqu'elles tendent à suivre des dynamiques similaires au sein des différents États membres de l'UE, pourraient dans l'absolu permettre une convergence entre les partis européens sur la base de clivages transnationaux. Des changements organisationnels très limités au sein des partis. Au-delà des études s'intéressant à l'influence que l'UE exerce sur la structure des clivages nationaux au niveau des systèmes de partis, d'autres travaux se sont focalisés sur les évolutions organisationnelles liées à l'UE au sein même des organisations partisanes. Dès lors, il ne s'agit plus de centrer l'analyse sur la grammaire des affrontements politiques et les modes de relations que les partis établissent entre eux, mais plutôt d'appréhender isolément les partis domestiques en considérant les mutations internes qui résultent du processus d'intégration européenne. Comme Robert Ladrèche le souligne, celles-ci peuvent être étudiées à partir des changements organisationnels, des évolutions discursives, de la redéfinition de leur plateforme programmatique, ou encore à partir de l'économie des relations intrapartisanes. À ce jour, c'est la facette du changement organisationnel qui a fait l'objet des études les plus systématiques, notamment à travers un projet de recherche européen mené à partir de l'Université de Kiel. Ce projet a permis d'étudier les changements internes aux organisations partisanes liées à l'intégration européenne, par exemple, à travers des évolutions statutaires,
par le biais de la création de comités et de secrétariats traitant spécifiquement des questions européennes, ou par l'intermédiaire de procédures d'inclusion des députés européens dans la vie interne des partis. Par exemple, ces recherches ont ainsi souligné qu'au sein de certains partis, des changements statutaires ont été mis en œuvre afin d'augmenter les droits de vote des députés européens lors des congrès partisans, mais ces dynamiques demeurent très hétérogènes en fonction du parti considéré, et leurs effets demeurent relativement limités. Suivant les cas inclus dans l'analyse, il semble que le nombre de spécialistes des questions européennes mobilisés au sein des partis est généralement augmenté depuis quelques années, mais cela n'a néanmoins pas impliqué un développement parallèle de leur pouvoir au sein de leurs partis respectifs. Autrement dit, une spécialisation ou un profil européanisé de certains acteurs partisans semble exister, mais il ne semble pas pour autant être payant du point de vue des jeux d'influence intrapartisans. Tapio Rogno a démontré que certains partis ont effectivement établi des comités sur les questions européennes et nommé des secrétaires aux affaires européennes, mais ces changements demeurent modestes dans leur étendue et n'altèrent pas la structure organisationnelle de base des partis. Rogno a de même suggéré que l'UE tente à renforcer l'autonomie des élites dirigeantes, notamment en ce qui concerne les partis au pouvoir, puisque la consolidation de l'échelon supranational conforte leur pouvoir de mise sur agenda. Même s'il est vrai que le simple fait d'accéder au pouvoir au niveau national tente à soutenir la prise d'autonomie des directions partisanes à l'égard de leurs partis respectifs, il semble que ce processus soit renforcé par la dynamique d'intégration européenne. Les gouvernements nationaux exercent une fonction exécutive au niveau supranational à travers leurs décisions dans le cadre du Conseil européen, définissant des régulations politiques qui déterminent indirectement une part croissante des législations domestiques. La faible transparence des décisions prises au niveau européen et la nécessité impérative de mettre en œuvre des compromis politiques entre les différents États membres renforceraient nécessairement la marge de manœuvre des exécutifs nationaux vis-à-vis des organisations partisanes domestiques dont ils émanent, ce qui limiterait indirectement les possibilités de contrôle politique ou d'émergence de mandats d'action. La liberté d'action dont bénéficient les exécutifs nationaux à l'égard de leurs organisations partisanes n'a rien de vraiment nouveau. Cependant, il semblerait selon Rogno que l'intégration européenne renforce cette tendance préexistante, en offrant de nouvelles ressources et une nouvelle arène supranationale qui peut être utilisée comme un levier afin de prendre des positions politiques au niveau européen, qu'il serait politiquement difficile de défendre au niveau national sans engendrer une levée de boucliers et une vague de contestation populaire. Thomas Pogunke et ses co-auteurs considèrent d'ailleurs que l'accès au gouvernement ne renforce pas seulement l'autonomie des exécutifs domestiques vis-à-vis de leurs organisations partisanes extraparlementaires, mais qu'il favorise aussi les asymétries d'information et fragilise la chaîne de la responsabilité politique du point de vue des rapports entre le parti S au pouvoir et les autres partis politiques nationaux. En effet, les exécutifs partisans impliqués dans les processus de prise de décision au niveau européen détiennent un avantage politique important en termes de mobilisation de ressources, de réseaux et de développement d'une expertise importante concernant les programmes communautaires, et ce, par rapport à d'autres partis politiques nationaux qui ne bénéficient que de manière beaucoup plus limitée de la structure d'opportunités offerte par l'échelon européen. Suivant une perspective relativement similaire, Emiliano Grossman et Nicolas Sauger ont ainsi mis en avant que l'autonomie des élites partisanes tend à être plus importante au sein des pays dont les procédures de contrôle parlementaire des affaires européennes sont faiblement instituées. Contrairement aux partis de l'opposition, les élites partisanes au pouvoir peuvent poursuivre des stratégies de sortie au niveau européen suivant l'expression d'Albert Hirschman, afin de renforcer indirectement leur positionnement politique national sur tel ou tel enjeu. Plus que les organisations partisanes en tant que telles, il semble donc que ce soit l'institution du gouvernement national qui soit paradoxalement renforcée par les progrès de l'intégration européenne, de telle sorte que les élites partisanes d'un parti dans l'opposition au niveau national ne tirent pas de bénéfices substantiels de pouvoir au sein de leur organisation partisane en raison de l'influence croissante de l'UE. L'apport de la recherche francophone. Des apports intéressants, mais relativement disparates.
Depuis une décennie environ maintenant, la science politique francophone s'est emparée du débat sur l'européanisation de la compétition politique domestique. Les efforts de recherche entrepris se sont néanmoins développés relativement isolément, sans que des controverses organisées prennent forme. L'ouvrage collectif dirigé par Johan Ockhant et Alexandre Dezé constitue à cet égard un bon exemple de ce qui, à notre sens, devrait être la voie à suivre, à savoir la volonté d'interroger et de confronter les modèles théoriques existants à travers des études empiriques qui s'inspirent de l'approche sociologique des organisations partisanes qui prévaut au sein de la recherche francophone, quitte à ce que cela amène à critiquer fortement, voire même à remettre en cause les modèles dominants. Force est toutefois de constater avec Antoine Roger que les chercheurs francophones qui étudient les effets de l'intégration européenne sur les dynamiques partisanes retiennent tous une définition extensive des clivages, alors que, pour déterminer si l'UE déplace les lignes d'affrontement accoutumées, l'hypothèse de la substitution est seule retenue. De plus, selon lui, ce serait la thématique de la redistribution qui s'impose lorsqu'il s'agit de savoir si le niveau européen est propice à l'expression des mêmes lignes de faille qu'au niveau national mais selon des modalités nouvelles, de telle sorte qu'un nouveau vecteur de clivage est identifié dont nul ne discute la réalité. Si l'on reprend ce constat intéressant établi par Antoine Roger, il semble donc que les chercheurs francophones, en s'appuyant le plus souvent sur une définition extensive des clivages, concluent généralement l'émergence progressive d'un clivage sur l'intégration européenne, qui se substituerait aux clivages existants tant au niveau national qu'à l'échelon supranational. Les autres hypothèses liées à l'absorption du clivage européen au niveau domestique, ou l'hypothèse de la confusion dans les interactions entre l'échelon national et le niveau européen, ne sont quasiment pas évoquées et par extension, encore moins testées empiriquement. Ainsi, Céline Belot et Bruno Cotret évoquent comment l'UE devient un enjeu pivot de l'espace politique français, là où Gérard Grunberg et Étienne Schweizgeus évoquent un nouveau clivage distinguant les attitudes universalistes des attitudes anti-universalistes, à savoir que certains groupes sociaux seraient plus prédisposés à des attitudes autoritaires et à une défiance à l'égard des étrangers, ce qui donnerait indirectement du grain à moudre à des attitudes de rejet et de fermeture à l'égard de l'UE. On voit bien ici, sans forcément s'en rendre compte ni en mesurer la portée et les implications normatives, comment la référence implicite à une définition extensive des clivages conduit la plupart des auteurs à conclure l'émergence progressive d'un clivage européen. Certes, comme le suggère Bruno Cotret, on ne peut qu'acquiescer à l'idée que les attitudes vis-à-vis de l'Europe sont socialement structurées, un élément qui se trouve confirmé depuis de nombreuses années par les enquêtes d'opinion. On sait aujourd'hui très bien que certaines variables sociologiques contribuent à différencier les attitudes à l'égard de l'Europe. Le soutien à l'UE tend ainsi à être plus fort chez les jeunes et diminuer avec l'âge. L'opposition à l'UE tend à augmenter chez les groupes sociaux les plus défavorisés, et parmi les personnes les moins diplômées qui voient l'avenir avec le plus d'incertitude. Comme chacun le sait, cela ne veut pas dire que toutes les personnes âgées soient opposées à l'intégration ou que tous les jeunes la soutiennent, mais que les probabilités de soutien des uns et des autres diffèrent. Pour autant, les recherches de sociologie électorale considèrent plus l'existence d'attitudes différenciées à l'égard de l'UE, qu'elles ne discutent si au final, ces attitudes structurent réellement voire même si elles contribuent à restructurer le jeu politique. En d'autres termes, considérer que les attitudes à l'égard de l'UE soient socialement structurées est une chose. Mais considérer mécaniquement que cela devrait nécessairement impliquer l'émergence d'un clivage, à savoir une ligne de faille structurante et déterminante du jeu politique, en est une autre, et jusqu'à ce jour, la relation qui lie ces deux éléments pourtant distincts n'a fait l'objet que de très peu d'interrogations. Cette piste mériterait pourtant de faire l'objet de recherches futures. Sur ce point, le propos de Robert Andersen et de Jocelyn Evans est d'ailleurs illustrateur, puisqu'ils considèrent qu'un clivage social peut ne pas se développer en un clivage politique, simplement parce que les partis ne représentent pas de manière adéquate ce clivage en raison d'un contexte institutionnel peu propice. Gérard Grunberg et Étienne Schweizgeus considèrent que les attitudes à l'égard de l'UE constituent un élément parmi d'autres parallèlement à l'ouverture-fermeture culturelle ou à la tolérance-fermeté sur les questions de sécurité,
l'ensemble de ces éléments se retrouvant englobés dans le cadre du clivage général universaliste-anti-universaliste. Même s'ils mettent en avant une différenciation des attitudes sur l'enjeu européen, les deux auteurs n'évoquent pas l'existence d'un clivage européen autonome, qui ne constituerait donc qu'un élément de différenciation supplémentaire de polarité préexistante, s'exprimant à travers la ligne de fracture plus globale distinguant les universalistes des anti-universalistes. Cela renvoie ainsi à la critique qui peut être formulée à l'égard de ceux qui défendent que l'euroscepticisme dur, des partis périphériques, constituerait un phénomène nouveau, puisqu'il peut être suggéré au contraire que le discours eurosceptique n'accentue pas la distance qui sépare ses promoteurs des partis de gouvernement mais se surimpose à un discours déjà structuré par une logique contestataire. Au-delà de ces travaux portant le plus souvent sur la structuration d'un clivage social à l'égard de l'Europe, plus que sur l'étude des modalités de structuration d'un clivage partisan sur l'UE, ce n'est que très récemment que des travaux portant sur les effets de l'UE pour les partis sont apparus au sein de la science politique francophone. Le numéro spécial de politique européenne de 2005, dirigé par Céline Belot et Bruno Cotret, a ainsi contribué à formuler des premiers sillons sur un terrain en friche. La plupart des contributions réunies au sein du numéro spécial portent sur la dimension du changement programmatique dans la perspective proposée par l'ADRECH et sur l'étude traditionnelle des positionnements à l'égard de l'Europe, il est vrai dans des approches le plus souvent longitudinales. De plus, suivant la critique formulée plus haut, tout en fournissant des études intéressantes, Andersen et Evans, de même que Nicolas Sauger, se focalisent plus sur la structuration des espaces de confrontation politique que sur les partis politiques considérés en tant que tels. Andersen et Evans se fondent sur les données Eurobaromètre, afin de comparer l'émergence d'un clivage social sur l'enjeu européen, et d'inférer indirectement l'émergence d'un clivage politique à travers le soutien aux partis anti-européens. Nicolas Sauger s'appuie de même sur le sondage d'experts de Mark et Steenbergen datant de 1999, qui permet de considérer les attitudes des partis à l'égard de l'Europe, en fonction de leur positionnement dans l'espace politique français. Ces études se focalisent néanmoins plus sur les dimensions structurantes des espaces politiques nationaux et les modalités d'inclusion potentielle de l'enjeu européen au sein de celles-ci que sur les partis politiques au sens strict. Pour autant, certaines études s'inscrivent clairement dans le cadre de l'agenda de recherche lié à l'européanisation des partis politiques, comme en atteste par exemple la contribution de Laurent Olivier. Celui-ci s'intéresse en effet aux manières avec lesquelles le Parti socialiste français s'est saisi de l'enjeu européen, en analysant les modalités de pénétration des clivages intégration-indépendance en son sein. En s'appuyant sur le cadre théorique proposé par Stefano Bartolini, il souligne comment l'organisation partisane du PS a mis en œuvre de manière complémentaire plusieurs des 4 hypothèses soulignées par Bartolini. Le PS s'inscrit principalement dans une logique d'européanisation des clivages nationaux, en dessinant les perspectives d'une social-démocratie européenne au sein du PSE, même si dans le même temps, l'émergence du clivage intégration-indépendance se manifeste de façon duale, tantôt sur le mode de l'internationalisation, en faisant de l'arène européenne une instance de second ordre, tantôt sur le mode de l'européanisation en préservant un système partisan à 2 niveaux, national et européen. À travers son étude empirique des modalités de saisie et d'appropriation de l'enjeu européen par le PS, Laurent Olivier souligne que d'une manière générale, le PS a cherché à reproduire au niveau du Parlement européen le clivage national gauche-droite dominant, en s'alignant sur cet axe au niveau européen et en cherchant à favoriser une synthèse idéologique et organisationnelle de la famille social-démocrate au sein du PSE. Cependant, le PS a tenté dans le même temps de conserver une forte autonomie par rapport à l'Europarti émergent, ce qui tendrait à confirmer la 3e hypothèse de Bartolini parallèlement à la première, dans le sens où la résistance du PS à internaliser les conflits liés à l'intégration européenne au sein des arènes nationales, a favorisé la persistance d'élections européennes de second ordre, ce qui renforce le processus de segmentation de la compétition politique à travers un système de partis divisés, caractérisé par une nette division du travail entre l'échelon national et européen. On le voit, la réflexion proposée est très féconde et demanderait à être appliquée de même à d'autres partis politiques et cas d'études.
D'autres travaux récents proposent des analyses stimulantes. La thèse de Laure Neumayer, par exemple, fournit une recherche approfondie sur l'insertion de l'enjeu européen au sein des dynamiques de compétition politique en Hongrie, en Pologne et en République tchèque de 1989 à 2004. Tout en se démarquant de la notion de clivage, Laure Neumayer a le mérite de proposer de l'intérieur une étude des dynamiques de préparation à l'entrée dans l'UE au sein des trois pays. Elle souligne la centralité des héritages distincts de ces pays dans la compréhension de leur rapport à l'Europe, en montrant que loin de se conformer unilatéralement à la conditionnalité européenne, des résistances à l'influence de l'UE peuvent être observées dès le début des années 1990 de la part de certains acteurs administratifs et partisans. Son étude est donc d'un intérêt particulier dans le sens où plutôt que d'étudier le simple positionnement des partis ou leur mode de présence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.